Selon des sources relayées par la chaîne Alap TV, l'Algérie a franchi un nouveau cap dans sa course aux métaux. En 10 mois, sa production de fer a bondi de 15%, atteignant les 500 000 tonnes. Grâce à cette progression, le pays grimpe sur le podium arabe, juste derrière les géants égyptiens et saoudiens selon les chiffres officiels de l'Union arabe du fer et de l'acier. Mais ce n'est que le début. Tendez bien l'oreille. Voici venir une nouvelle Algérie, celle qui troque le baril pour les entrailles du désert. Fini la dépendance pétrolière, place aux richesses minérales et à la souveraineté alimentaire. Le pays ne se contente plus de puiser, il reconstruit toute sa carte économique, pointant fièrement vers l'avenir, avec 2 nouvelles munitions dans sa besace, les minerais, et la nourriture, les véritables leviers de la puissance dans le monde de demain. Au beau milieu des sables infinis, là où l'homme hésite encore à poser ses pas, l'Algérie a fait surgir un exploit que même les plus sceptiques n'oseraient contester. 1000 km de rails flambant neufs érigés en un temps record 18 mois chrono relient désormais la mythique mine de Garadjibilet à Béchar. Depuis l'indépendance, jamais une telle prouesse n'avait vu le jour. Ce n'est pas un simple train qui circule, mais le signal fort d'un futur sidérurgique taillé pour affronter les géants de la planète. Et ce n'est pas fini. Tandis que le fer file à l'ouest, un autre convoi prend la direction des hauts plateaux, territoires stratégiques, où dorment les richesses en phosphate. Résultat, une envolée de la production multipliée, par plus de 4 en quelques années, propulsant l'Algérie dans la cour des grands de l'agriculture mondiale. Oui, le pays s'érige désormais comme gardien de la sécurité alimentaire, pas seulement de la sienne, mais de celle des autres. Objectif affiché engranger jusqu'à 20 milliards de dollars chaque année, sans une goutte de pétrole. Et la cerise sur le couscous, aucune dette, pas un dinar emprunté. L'Algérie bâtit avec ses tripes, ses bras et surtout sa fierté. Alors oui, tout est aligné, les aiguilles pointent vers l'avenir. Dieu merci comme on dit. Et à ceux que l'essor algérien pique au vif, ses voisins dont on taira le nom mais pas l'arrogance ont dit regardez bien. On vous a déjà offert une réponse bien sentie version tunisienne. Si vous avez raté l'épisode, il est toujours en ligne. L'Algérie n'imagine plus demain. Elle est en train de le couler dans le béton. Souvenez-vous, hier, je vous ai glissé un petit bravo pour les 50% de mise en service de Garadjibilet. Mais ce que je ne vous ai pas encore soufflé, c'est que cette mine n'est plus simplement un projet ambitieux. Elle trône désormais au sommet du classement mondial. Oui, c'est plié. Lorsqu'on évoque l'économie la plus puissante du continent africain, ce n'est ni pour faire de l'esbrouf, ni pour gonfler la poitrine. C'est du solide. Ce que certains appellent jalousie chez les voisins, vous savez les éternels aigris de Bagdad ou d'ailleurs, ce n'est en fait que l'expression d'un malaise face à une nation qui avance. L'Algérie trace son chemin sans trembler. Elle ne rêve pas, elle construit. Dans une époque où l'instabilité géopolitique fait vaciller bien des pays, elle s'impose comme le pivot, le centre de gravité, le chiffre qui change toute l'équation régionale. Fini les illusions de l'or noir, place à la réalité brute des minerais. C'est dans ce monde-là que se joue désormais le pouvoir entre nations. Et là-dessus, l'Algérie entre dans la danse armée de ses ressources souterraines. Pas besoin d'enjoliver avec des adjectifs pompeux du genre « désert algérien » comme si quelqu'un pouvait nous le voler. On dit juste « le désert », car dans l'esprit de tous il est déjà à nous. Inutile de négocier ou d'ergoter là-dessus. C'est acté. Et désormais ce désert n'abrite plus seulement du sable, mais une nouvelle arme d'influence, une force tranquille, qu'on a déjà commencé à expédier au-delà de nos frontières. Tebboune a à peine eu le temps d'évoquer une inauguration d'envergure prévue pour janvier dans le sud que déjà certains tremblent dans leur babouche. Les Ayachas.
en panique totale. Ce qui se passe dans le désert n'est pas une simple bonne nouvelle économique, c'est un séisme logistique, une équation industrielle qui fait bugger les calculettes de la région. Et accessoirement les cerveaux en étable. Imaginez un serpent d'acier long de 1000 km construit en 1 an et demi. Chrono relie enfin Garage et Billette à Béchar. Et avec lui les premières tonnes de minerais qui filent vers l'ouest. Ce n'est pas juste un train, c'est le signal d'alarme qui dit au monde que l'Algérie installe là un hub sidérurgique de calibre mondial. Fini les esquisses, place à l'architecture économique réelle. La mine figée pendant des décennies s'est transformée en une fourmilière industrielle. Et désormais, le fer algérien ne sert plus seulement à produire, il devient un levier d'influence. Parce que dans un monde où l'industrie pèse autant que les armes, celui qui détient le minerai détient une partie du pouvoir. Et devinez quoi ? L'Algérie ne vient pas livrer des barils. Elle arrive avec un projet complet, structuré, assumé. Un retour en force sur l'échiquier global et pas en tant que figurant. Pendant que le train du fer fonce plein ouest, un autre convoi se met en marche vers une richesse tout aussi stratégique, le phosphate. Et là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Tebboune, en personne. Demain, le leader mondial de l'exportation de phosphate s'appellera l'Algérie. Les gisements du Sahara occidental. Ils reviendront à ceux à qui ils appartiennent, nos frères sahraouis. Quant aux autres, ceux du système qu'on surnomme gentiment la porcherie, comme d'habitude, ils grignoteront les miettes qui tombent de la table. Et pour cause, avec une production qui va quadrupler, passant de 2,5 à plus de 10 millions de tonnes par an, le pays ne fait pas qu'augmenter ses chiffres. Il change carrément de catégorie. C'est un saut stratégique dans l'arène de la sécurité alimentaire planétaire. Aujourd'hui, les projecteurs ne sont plus braqués sur les barils de pétrole, mais sur ce qui nourrit les peuples. Et là, l'Algérie ne se contente pas de suivre le mouvement, elle ouvre la voie. Grâce à ces 2 chantiers titanesques, Garage et Billette pour le fer et les hauts plateaux pour les engrais, c'est une nouvelle économie qui prend forme. Une économie robuste, fondée sur des richesses solides, durables et surtout rentables. Et le plus incroyable dans tout ça, aucun emprunt, aucune dette. Pas un centime réclamé à l'extérieur. L'Algérie investit avec ses propres forces, sans chaîne ni conditions. Voilà ce qu'on appelle un vrai modèle de souveraineté économique. Souvenez-vous des années 90, quand certains pays se sont pliés aux ordres du FMI à genoux devant les prêts et les conditions humiliantes. L'Algérie, elle avait dit non. Et aujourd'hui, elle prouve qu'elle avait raison. Sans dette, sans dépendance étrangère, sans chaînes invisibles, elle avance avec ses propres moyens, ce que certains voisins, que la décence nous empêche de nommer, n'ont toujours pas compris. Ce qui se joue ici dépasse largement les chantiers et les annonces ministérielles. On parle d'une bascule historique, un tournant. L'Algérie ne veut plus survivre grâce au pétrole, elle veut prospérer en produisant, en transformant, en exploitant ses ressources, avec intelligence et technologie. C'est une Algérie version 2.0 qui prend forme. Une nation qui façonne son avenir à la main sans attendre l'aumône. Une nation qui comprend que la nouvelle guerre ne se joue plus à coups de barils, mais avec des minerais et des solutions alimentaires. Et où ça se passe ? Là où certains ne voyaient que du sable, le désert. Ce désert est en train de devenir le socle d'un renouveau économique massif. Ce n'est pas une suite logique du passé. C'est une cassure nette, une reconstruction. Le premier chapitre d'un siècle algérien écrit par des Algériens. Et ce n'est que le début. En grattant la surface des tensions que nous venons de décortiquer, une chose saute aux yeux. Rien ne peut être réellement compris si l'on ne prend pas en compte le croisement des histoires
des mémoires collectives et des parcours nationaux qui s'enchevêtrent depuis des décennies. Derrière chaque réaction populaire, chaque prise de parole officielle, chaque clash médiatique ou post viral sur les réseaux, il y a un passé lourd, un présent exigeant et un futur incertain qui se tirent la couverture. Les événements ne tombent jamais du ciel. Ils s'inscrivent dans une fresque beaucoup plus vaste nourrie par les souvenirs, les blessures anciennes, les ambitions d'aujourd'hui, les fragilités internes et les relations parfois tendues avec les voisins. Chaque discours, chaque silence stratégique, chaque geste diplomatique est une pièce dans un échiquier complexe où se bousculent souvenirs d'injustice, rêves de grandeur et besoins urgents de stabilité. Ce que cette analyse révèle, c'est l'intensité de ce que ressent un peuple. Derrière les cris dans les rues, les commentaires enflammés en ligne ou les débats dans les cafés, ce ne sont pas de simples émotions passagères. C'est tout un vécu politique qui s'exprime. Un long héritage fait de victoires, de désillusions, de luttes et d'attentes trop souvent trahies. On a souvent tendance à caricaturer l'opinion publique comme une foule lunatique, imprévisible, qui change d'avis comme de chemise. Erreur monumentale. Car sous cette surface, que certains jugent instable, se cachent des lignes de tension bien plus solides, une envie farouche de justice, un besoin viscéral d'être reconnu, une quête tenace de vérité, et surtout une volonté claire de participer à l'écriture de l'histoire, pas juste de la regarder défiler. Et dans cette dynamique collective, un acteur joue un rôle déterminant, les institutions. Qu'elles soient politiques, armées, médiatiques ou économiques, leur posture influence l'atmosphère du moment. Leur manière de gérer les crises, de communiquer, de se taire ou de frapper fort, façonne le ressenti collectif. Un mot de trop, un silence trop long, un symbole mal choisi, et c'est tout un climat qui peut basculer. Rien n'est anodin, chaque choix, chaque geste, chaque phrase prononcée ou esquivée contribue à orienter la boussole du peuple vers l'unité ou vers la fracture. Dans un monde où chaque mot peut faire l'effet d'une grenade dégoupillée, les dirigeants marchent sur un fil. Ils savent que la moindre phrase peut déclencher un raz-de-marée numérique. Alors ils jonglent entre autorité, prudence diplomatique et volonté d'expliquer. Mais même avec des discours pesés au millimètre, les réactions déviennent, s'emballent, se fragmentent. Car le climat régional est électrique. Et les peuples à fleur de peau, guettant chaque nuance, chaque silence, chaque hésitation, qui pourrait faire vaciller la stabilité qu'ils espèrent tant. Et c'est là que les médias aujourd'hui métamorphosés en plateformes virales et ultra rapides jouent un rôle explosif. En quelques secondes, une déclaration peut devenir un titre déformé, une citation hors contexte, un mème satirique ou un outil de désinformation. À tel point que la vérité brute se noie entre l'interprétation collective et la manipulation ciblée. Résultat, il devient parfois presque impossible de distinguer ce qui est réellement dit, de ce que tout le monde croit avoir entendu. Aujourd'hui, ce ne sont plus seulement les rédactions traditionnelles qui façonnent le récit collectif. Ce rôle est désormais partagé entre les chaînes d'infos, les créateurs sur YouTube ou TikTok, les chroniqueurs engagés, les activistes connectés, et même Monsieur Tout le Monde armé d'un smartphone. Et parfois, il ne suffit que de quelques heures ou même quelques minutes pour qu'un sujet explose. Ce besoin quasi viscéral de clarté, de vérité et de transparence agit comme une étincelle dans une pièce pleine de poudre. Mais il révèle aussi autre chose, à quel point nos sociétés sont devenues vulnérables face à un déluge constant de récits contradictoires. Une simple rumeur peut orienter l'opinion. Un malentendu peut devenir tempête. Et ce n'est pas tout.
Quand on plonge dans les tensions régionales et les vieilles querelles historiques, on comprend vite une chose. Le passé n'a pas du tout tiré sa révérence. Il est là, bien présent, tapi dans l'ombre. Les anciennes frontières, les souvenirs de la colonisation, les conflits enterrés à moitié, les pactes d'hier, les rivalités économiques, les jeux géopolitiques, tout cela continue de peser dans les discours d'aujourd'hui. Le présent est hanté par des fantômes que beaucoup préféreraient oublier, sauf qu'ils refusent de disparaître. Ce qui surprend ou pas pour ceux qui observent avec attention, c'est à quel point les querelles d'aujourd'hui s'ancrent encore dans les blessures d'hier. Il suffit parfois d'une étincelle, d'un mot mal placé pour que les vieux démons ressortent des tiroirs de l'histoire avec une force qu'on pensait éteinte. Quand il est question de drapeaux de frontières ou de souveraineté, les nations réagissent souvent avec les tripes, pas avec des calculs. Car derrière ces symboles officiels, il y a des émotions brutes, une mémoire collective qu'aucune institution ne peut complètement contenir. Mais si l'on s'élève un instant au-dessus du tumulte, une autre réalité se dessine plus discrète, mais bien présente, celle de populations qui rêvent moins de confrontation que de coopération. Une envie silencieuse de tourner la page des discours enragés, des tensions sans fin. Beaucoup aspirent à un avenir plus apaisé, plus rationnel, où l'on ferait enfin front commun face aux véritables enjeux qui rongent toute la région. Car les défis, eux, sont bien réels. Il faut repenser l'économie au-delà des matières premières. Mieux gérer nos ressources, anticiper les mutations climatiques, répondre à la pression démographique, améliorer les services essentiels et surtout, offrir une perspective crédible à une jeunesse brillante mais trop souvent négligée. Dans ce contexte, les rivalités politiques, aussi enracinées soient-elles, ressemblent parfois à des boulets accrochés au pied d'un avenir qui peine à décoller. En fin de compte, ce que certains pourraient interpréter à chaud comme de simples débordements émotionnels ou des provocations gratuites, cachent en réalité un enchevêtrement bien plus profond de tensions d'enjeux et d'aspirations. Derrière ces éclats se dessinent des besoins fondamentaux, celui de préserver l'unité intérieure, celui de projeter une image crédible à l'international. Et surtout, celui de construire un langage commun entre nations voisines, non pas bâti sur l'affrontement, mais sur la reconnaissance mutuelle. Cela ne veut pas dire que les conflits s'éteindront demain matin, ni que tout sera soudain paisible. Mais cela souligne une vérité simple, une société qui vise la stabilité durable doit dépasser la réaction immédiate, le coup de sang, l'indignation brute. Elle doit prendre le temps de penser, de se souvenir et d'imaginer. Il faut bâtir un récit collectif où l'avenir ne se construit pas contre les autres, mais avec eux dans un effort lucide, patient et profondément humain. Ce que vous venez d'entendre ne marque pas une fin, mais plutôt une porte entr'ouverte vers la suite. Une invitation à creuser davantage, à remettre en question ce qu'on croit acquis, à tendre l'oreille aux multiples voix qui façonnent chaque jour le tumulte social et politique. Car penser l'avenir, ce n'est pas l'imaginer naïvement, mais le regarder droit dans les yeux avec lucidité. L'histoire des peuples n'est jamais gravée dans le marbre. Elle bouge, elle se tord, elle évolue, et chaque génération a entre ses mains le pouvoir, mais surtout le devoir, de faire dévier la trajectoire quand il le faut. Le débat qui s'ouvre aujourd'hui n'est donc pas un obstacle, mais peut devenir un tremplin. Un moment rare pour regarder le passé sans filtre, analyser le présent avec courage, et bâtir un demain où les conflits ne seraient plus une fatalité automatique, mais un défi commun à relever, avec des mots, des idées, et la volonté d'inventer ensemble un espace régional plus apaisé, plus digne et profondément humain.